un chien saute dans un cercueil, sur le point d'être crémé, et le corps tombe au sol. Puis un détail choquant apparaît. Peu avant que le cercueil soit placé dans le four pour la crémation, le Golden Retriever du défunt commence à aboyer sans arrêt. Et, lorsqu'on le détache, il saute dans le cercueil, faisant tomber le corps par terre. Alors, lorsque la famille s'approche pour ramasser le défunt et le remettre à sa place, personne ne peut croire aux détails choquants qu'il voit sur le corps. « Nous allons commencer le processus de crémation », dit Thierry, l'employé du crématorium. Il prit une profonde inspiration. Il se trouvait devant la grande fournaise, prêt à commencer la crémation de l'un des hommes les plus riches et connus du pays, Thomas Furtard. Le cercueil était déjà positionné, la cérémonie avançait vers la fin, et il suffisait d'une simple pression sur le bouton pour que le cercueil entre dans la fournaise et que les flammes consument le corps de ce milliardaire. Mais, au moment exact où Thierry leva la main pour lancer le processus, un bruit inattendu résonna dans le salon silencieux. Un aboiement fort, puissant et insistant. Certaines personnes sursautèrent. Le son semblait venir de l'extérieur, mais était suffisamment fort pour traverser les portes. Pierre Furtard, le fils aîné du défunt, se tourna rapidement vers Thierry et dit d'un ton ferme : « Ne t'en préoccupe pas, tu peux continuer la crémation. » Mariette Furtard, épouse de Thomas, hocha la tête et reforça. « Suivez la procédure, s'il vous plaît. » Anne et Richard, les deux autres enfants du couple, acquiescèrent en silence. Conrad, frère et bras droit du défunt, approuva également, gardant un regard sérieux. Pendant ce temps, les aboiements continuaient, de plus en plus intenses, comme si le chien tentait désespérément d'attirer l'attention. Thierry hésita un instant. Cela l'agaçait, il essayait de se concentrer, mais quelque chose dans ce son le faisait trembler intérieurement. Malgré tout, il replaça la main sur le contrôle de la fournaise, déterminé à accomplir son travail. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton, une voix coupa l'ambiance. « Attendez !» dit Victoire, la domestique de longue date de la famille Furtard. Tous se tournèrent vers elle, surpris. Anne ne cacha pas son irritation. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Victoire? Nous souffrons déjà assez. Je veux juste que mon père teigne enfin du repos, qu'on termine tout ça d'un coup. » La domestique s'approcha de la fille du milieu du milliardaire avec calme et répondit. « Moi aussi, je veux que Monsieur Thomas ait la paix, même si je ne suis pas d'accord avec cette crémation. Mais, vous n'entendez pas? Cet aboiement, vous ne le reconnaissez pas ?» Pierre, le fils aîné, fronça les sourcils. « Reconnaître quoi? Ce n'est qu'un chien, Victoire. » Mais elle insista, les yeux embués de larmes. « Ce n'est pas n'importe quel chien. C'est puissant. C'est son aboiement, je le reconnaîtrai n'importe où. » Richard, le fils cadet, fit un pas en avant. « Impossible. Puissant est resté au manoir. Nous avons tout fermé. Il n'avait aucun moyen de sortir. » La domestique croisa les bras et affirma avec conviction. « Il est sorti. Et d'une façon ou d'une autre, il est venu jusqu'ici. Et il est venu parce qu'il veut dire adieu à son maître. » Mariette souffla et déclara avec dédain. « Tu dois être en plein délire, Victoire. » Même ainsi, peut-être par curiosité, peut-être par doute, elle ajouta. « Mais, par précaution, allons voir là dehors. » Tous échangèrent un regard et, sans dire un mot, sortirent ensemble vers l'extérieur du salon. Le cercueil resta seul, reposant devant la grande fournaise. En ouvrant la porte, la scène les fit s'immobiliser. Là, il était, puissant, le Golden Retriever de la famille, juste devant l'entrée, aboyant désespérément. Ses yeux brillaient, son corps tremblait d'agitation. Victoire courut jusqu'à lui, s'agenouilla et le caressa. Le chien cessa d'aboyer un instant et émit un son grave, semblable à un gémissement.
La domestique se rapprocha de son museau et dit à voix basse : « Tu veux dire adieu à ton maître, n'est-ce pas ?» Puissant répondit par 2 aboiements courts. « 2 aboiements, c'est oui. Il a été dressé ainsi. » expliqua Victoire avec un sourire triste. Elle se tourna alors vers Thierry, l'employé du crématorium, et demanda avec délicatesse : « Est-ce qu'il pourrait entrer, juste pour accompagner ?» Thierry écarquilla les yeux. Il n'avait jamais assisté à une situation pareille. Un chien dans une cérémonie de crémation ? Ce n'était pas courant. Mais il inspira profondément et répondit : « Si la famille autorise, je ne vois pas d'inconvénient. » Pierre, Anne, Richard, Mariette et Conrad échangèrent des regards. C'était un moment étrange, inhabituel, mais il y avait quelque chose dans le regard de Victoire qui touchait tout le monde. Finalement, le fils aîné hocha la tête et dit : « Laissez-le entrer. » Victoire prit l'animal et le conduisit avec précaution à l'intérieur. Puissant n'aboyait pas. Il marchait simplement, avec des pas assurés, les yeux attentifs, comme s'il savait exactement où il était. Thierry retourna à son poste. Il inspira profondément une fois de plus, fit un geste de respect envers le cercueil et commença à prononcer quelques mots formels. Mais il ne put même pas terminer. Puissant se remit à aboyer. Cette fois, les aboiements furent assourdissants, forts, rapides, ininterrompus. On aurait dit que l'animal était désespéré, qu'il criait pour quelque chose, qu'il attirait l'attention sur quelque chose que personne là-dedans n'arrivait à comprendre. Victoire essaya de le calmer. « Chut, Puissant, du calme !» Mais cela ne servait à rien. Pierre porta la main à son front, déjà irrité. Anne murmurait quelque chose entre ses dents. Richard secouait la tête avec désapprobation. Mariette ne cachait même plus son agacement. Conrad, le plus rationnel du groupe, s'approcha de Victoire et dit fermement : « Ce sera impossible de continuer ainsi. S'il vous plaît, emmenez-le dehors. » Victoire hésita. Une douleur lui serra le cœur. Elle voulait rester jusqu'à la fin, mais elle comprit que ce serait un échec. « Laissez-moi juste lui dire au revoir. Un instant seulement. » demanda-t-elle, la voix tremblante. Conrad acquiesça, prenant la laisse du chien. « Bien sûr, allez-y. » Victoire inspira profondément, s'approcha lentement du cercueil et murmura : « Merci pour tout, Monsieur Thomas. Vous avez été plus qu'un patron. Vous avez été mon meilleur ami. Je n'oublierai jamais les bons moments que nous avons partagés. » Derrière elle, Puissant se débattait, aboyait, tirait la laisse avec force, comme s'il voulait y aller aussi, comme s'il savait que c'était le dernier instant, le dernier adieu. Et ce fut alors que, au moment exact où Victoire faisait ses adieux devant le cercueil, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Alors qu'elle murmurait encore des mots émus près du corps de Thomas, un petit moment d'inattention fut suffisant. Conrad, qui tenait Puissant par la laisse, se laissa distraire une seconde. Et ce fut durant cette seconde que le chien se libéra. Le bruit de ses petites pattes résonna sur le sol avant que quiconque puisse réagir. « Puissant !» cria Conrad. Mais il était déjà trop tard. Le Golden Retriever courut de toutes ses forces en direction du cercueil et d'un saut impulsif bondit dessus. La structure en bois, déjà placée délicatement sur la plateforme, ne supporta pas l'impact. Le bruit du bois frappant le sol fut sec, terrifiant. Tous portèrent aussitôt les mains à la tête, instinctivement. Le cercueil tomba violemment de la base et se brisa partiellement en heurtant le sol. Et alors, sous les yeux de toute la famille, le corps de Thomas Furtard roula hors du cercueil, tombant sur le côté, sur le sol froid du crématorium. Un silence désespérant envahit le lieu pendant quelques secondes. Puissant courut jusqu'au corps, qui maintenant reposait de manière maladroite sur le sol,
la tête légèrement penchée. Le chien se mit à le lécher, avec des mouvements répétitifs, comme s'il tentait de le réveiller. C'était un geste de désespoir, d'amour, de deuil. Pierre, Anne, Richard et Mariette accoururent vers le corps. Thierry, l'employé du crématorium, resta paralysé pendant quelques secondes avant de finalement bouger et de les suivre, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Victoire saisit Puissant fermement, le repoussant doucement. Le chien résistait, se tournant pour tenter de revenir auprès de son maître. « Je le savais !» dit Anne, en colère. Je savais que ce n'était pas une bonne idée d'avoir laissé ce chien entrer. Victoire, la voix tremblante, répondit. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'a jamais été comme ça. Il a toujours été calme, obéissant. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Mariette s'agenouilla à côté de son mari, toucha son visage avec délicatesse et passa la main dans ses cheveux gris, déjà ébouriffés. « Mon amour, du calme. On va te remettre en place, on va tout arranger tout de suite. » Elle se tourna ensuite vers Pierre et Richard. « Et vous deux, vous attendez quoi? Allez, aidez à relever votre père. » Sans discuter, les deux fils obéirent immédiatement, tandis que Conrad et Thierry remettèrent le cercueil en position. Anne, accroupie, ramassait avec soin les objets qui étaient tombés au sol. Le coussin qui soutenait la tête, les fleurs qui décoraient l'intérieur, la doublure en tissu fin. Chaque élément de cette cérémonie qui s'était transformé en un chaos complet. Mariette coordonna le repositionnement du corps. Pierre saisit le torse de son père et Richard soutint les jambes. Avec des gestes fermes mais respectueux, les deux commencèrent à soulever le corps de Thomas pour le remettre dans le cercueil. Ce fut à cet instant, au moment précis où il se penchait pour ajuster la position du père, que les deux s'immobilisèrent brusquement. Pierre ouvrit grand les yeux et fixa son frère, la respiration coupée. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il à voix basse, la voix tremblante. Richard, incapable de détourner le regard, hocha la tête, livide. « J'ai vu. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas... » Mariette remarqua le comportement étrange de ses fils et s'approcha, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous regardez comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les deux ne répondirent pas. Ils pointèrent simplement, en silence, l'intérieur du cercueil, maintenant avec le corps replacé. Les yeux de Mariette suivirent la direction des doigts de ses fils. Lorsqu'elle vit ce qu'ils indiquaient, elle porta la main à sa bouche, complètement envahie par le choc. Mon Dieu !» Elle ne parvint pas à terminer sa phrase. Anne, confuse, s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en avançant rapidement. Mais lorsqu'elle regarda à l'intérieur du cercueil et vit le même détail choquant que ses frères et sa mère, elle chancela en arrière, porta la main à la tête et murmura. « Non, pas ça. Ça ne peut pas être vrai. » La fille du milieu regarda Conrad, les yeux remplis de larmes, et dit « Tonton, pince-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir si je suis réveillée. » Mais Conrad ne répondit pas. Il ne fit aucun geste. Il était complètement paralysé, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Son expression était de stupéfaction absolue. Ce qu'ils étaient en train de voir n'avait aucun sens. Puissant, désormais plus calme, observait la scène de près, presque comme s'il comprenait chaque réaction. Victoire, en voyant tout le monde dans cet état, s'approcha, elle aussi. Quand elle regarda à l'intérieur du cercueil et vit la même chose que les autres, son cœur s'emballa, ses jambes fléchirent. Elle dut s'asseoir sur l'un des bancs proches. Je crois que je vais mal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réel, » dit-elle, la main sur la poitrine. Puissant aboya 2 fois, un son sec et direct, comme s'il disait « Oui, je le savais !» À ce moment, Thierry, l'employé du crématorium,
eut enfin une vision claire de ce que tous regardaient. Son visage perdit toute sa couleur. Non, c'est pas possible. Comment personne n'a remarqué ça avant? Terrifié, il recula de quelques pas, la respiration haletante, puis cria. « Cérémonie terminée. On arrête la crémation maintenant. Arrêtez immédiatement. » Le chaos silencieux envahit la salle. Tous semblaient sans réaction. Mais qu'est-ce qu'ils voyaient exactement? Quel était le détail si frappant, si impossible à ignorer, qui fit tout le monde perdre le souffle à cet instant? Comment puissant savait-il tout avant tout le monde? Et, plus intriguant encore, comment avait-il réussi à arriver là, à cette cérémonie, précisément à cette heure? Pour répondre à ces questions, il fallait revenir dans le passé, revenir au jour où tout avait commencé. Thomas Furtard était assis dans un petit bateau en bois ancré sur le lac privé qui se trouvait au fond de sa propriété. C'était là, dans ce décor serein, entouré d'arbres fruitiers, de fleurs et d'une collection d'orchidées, qu'il trouvait la paix. La brise légère faisait frémir les feuilles et le chant des oiseaux se mêlait au doux mouvement de l'eau. Ce fut à cet instant qu'il aperçut un petit point doré surgir au loin. À grande vitesse, courant sur la pelouse, cette silhouette devint de plus en plus grande jusqu'à se révéler. C'était puissant. Avec son pelage brillant sous le soleil et la langue pendante, le chien avançait joyeusement. Lorsqu'il arriva près du milliardaire, il sauta sur lui avec force, presque le faisant tomber. Thomas éclata de rire, couvert de léchage. « Tu ne changes jamais, hein, petit coquin ?» dit-il en caressant le cou du chien qui continuait à le lécher avec affection. Dans la cuisine, le bruit de quelque chose tombant au sol fit Victoire interrompre ce qu'elle faisait et courir jusqu'au fond de la maison. Son cœur s'accélère en voyant Thomas au sol, avec Puissant, le Golden Retriever, en train de lui lécher le visage de façon frénétique. L'homme, la main sur la tête, semblait étourdi, mais malgré cela, souriait encore pour le chien. « Monsieur Thomas, que s'est-il passé? Vous allez bien ?» demanda Victoire, le visage pâle et la respiration haletante. Le milliardaire, avec difficulté, se releva et ajusta sa chemise, encore souriant. « Tout va bien, Victoire. Ne t'inquiète pas. Je faisais juste le malin avec Puissant. Il m'a fait tomber. Mais ce n'était qu'une plaisanterie. » La domestique, l'air de quelqu'un qui ne croyait pas un mot, le réprimande immédiatement. « Mais monsieur Thomas, vous devez faire plus attention. Vous pourriez vous cogner la tête et vous blesser encore plus. Avec tout le respect, votre santé est tellement fragile, vous ne pouvez pas être aussi imprudent. » Il la regarda avec un sourire bienveillant et, encore un peu étourdi, dit « Ne t'en fais pas, Victoire. Je vais bien. Vraiment, je ne faisais que jouer. » Les yeux embués, Victoire l'aida à se relever complètement. Puissant, après avoir sauté de joie quelquefois, courut à travers l'immense jardin du manoir, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas bien. Victoire, voyant que Thomas essayait de dissimuler, ne parvenait pas à cacher son inquiétude. « Monsieur Thomas, vous devriez faire plus attention. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. » Le milliardaire s'assit de nouveau sur le banc en bois et inspira profondément. Il la regarda avec ce regard paisible, comme s'il voulait qu'elle comprenne sa façon de voir les choses. « Je sais ce que tu penses, Victoire, mais c'est comme ça. Le temps qui me reste est très court, et moi, je veux juste en profiter. Peut-être un jour, peut-être une semaine, je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est que je vais vivre pleinement, que ce soit avec mon chien, avec toi, mon ami ou avec ma famille. » Victoire avala difficilement sa salive. Elle savait que son patron et grand ami était en train de mourir. Il souffrait d'une maladie grave et irréversible. Sa condition, qui quelques mois plus tôt semblait impensable,
était maintenant une réalité cruelle. Il avait toujours été un homme sain, actif, toujours plein de projets, pratiquant plusieurs sports. Tous s'attendaient à ce qu'il vive au moins jusqu'à 100 ans, vu son énergie et la grandeur qu'il avait donnée à sa vie. Mais tout cela avait changé d'un seul coup. Thomas Furtard avait été diagnostiqué avec un large anévrisme cérébral qui pouvait se rompre à tout moment. Le diagnostic fut un choc. Les médecins avaient dit que la seule chance de survie serait une opération à haut risque. Cependant, les chances de réussite étaient minimes et les probabilités de séquelles graves, y compris un état végétatif permanent, étaient extrêmement élevées. Pour lui, le choix semblait évident. Il ne pouvait pas se soumettre à une procédure avec autant de risques d'échec. Il décida de ne pas subir l'opération et de vivre ce qui lui restait de la façon qui lui serait possible. « Je n'aime pas quand vous parlez comme ça, monsieur Thomas. » dit Victoire, la voix tremblante, alors qu'il mentionnait le temps de vie qui lui restait. « Je n'aime pas entendre que vous n'avez plus beaucoup de temps. On dirait que vous abandonnez la lutte. » Thomas ferma les yeux un instant, comme s'il réfléchissait à ces mots. Lorsqu'il les rouvrit enfin, il y avait une lueur mélancolique dans son regard. « Je ne suis pas en train d'abandonner. J'accepte simplement la réalité. Il n'y a plus rien que je puisse faire. L'opération, c'est une chance minime de réussir. Et même si elle réussissait, les séquelles seraient si graves, je ne vais pas me soumettre à ça. Je vais vivre ce qu'il me reste de façon paisible. » Victoire resta silencieuse quelques secondes en l'observant. « Et si vous consultiez un autre médecin? Un autre avis? Peut-être qu'il existe quelque chose qui n'a pas été envisagé. » Le milliardaire secoua lentement la tête. « J'ai déjà fait cela, Victoire. Je suis allé voir les meilleurs. Mon médecin m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Il m'a donné une petite espérance de vie, quelques mois, et moi, je vais l'accepter. Je veux seulement être en paix. » « Monsieur Thomas, pour l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas abandonner comme ça. » insista Victoire. « Je n'abandonne pas. » répéta-t-il, la voix ferme mais douce. « Je suis simplement réaliste. Je ne veux pas passer le reste de mes jours à courir après un miracle qui n'existe pas. Je veux vivre ce qu'il me reste ici, dans mon jardin, dans mon endroit préféré, et avec les personnes que j'aime le plus. » Victoire resta silencieuse, sentant le poids de ses paroles. Elle voulait croire qu'il restait quelque chose à faire, mais l'expression de Thomas montrait qu'il avait déjà pris sa décision. Il ne voulait plus lutter contre l'inévitable. « Vous n'allez vraiment pas changer d'avis? Vous n'allez pas chercher un traitement alternatif ?» demanda-t-elle, encore avec un mince fil d'espoir dans la voix. « Non. » répondit-il doucement. « C'est mon choix. » Alors Thomas, dans un soupir, regarda Victoire et demanda. « Mes enfants et mon frère, ils sont déjà arrivés ?» Victoire répondit immédiatement, avec un regard qui portait encore de l'inquiétude. « Oui, ils sont dans le salon avec Madame Mariette. » Il sourit, toujours avec ce sourire bienveillant, mais qui semblait désormais être une tentative de dissimuler la douleur qu'il portait. « Alors, allons-y. » Les deux quittèrent le jardin et se rendirent dans le salon. En entrant, ils trouvèrent les 3 enfants de Thomas, Pierre, Anne et Richard, son frère Conrad et son épouse, Mariette. Tous étaient réunis, en silence, attendant que le patriarche prenne la parole. Thomas, avec un air sérieux, regarda sa famille et commença à parler. « Je vous ai réunis ici parce qu'il y a quelque chose que je dois dire, quelque chose d'important, que je ne peux pas laisser de côté. Nous devons parler de l'avenir de mes entreprises, tout l'empire que j'ai construit au cours de ma vie et qui maintenant, avec mon départ, sera dirigé par l'un d'entre vous. » Pierre, le fils aîné, répondit avec un ton préoccupé, mais tenta aussitôt de changer de sujet. « Oui, papa,
Nous savons que ce patrimoine est important pour vous, mais vous ne devriez pas penser aux affaires maintenant. Vous devez vous concentrer sur votre santé. Pourquoi ne pas consulter un autre médecin? Peut-être qu'il existe de nouvelles options, de nouveaux traitements. Nous ne devrions pas abandonner si facilement. Anne, qui se tenait à côté de Pierre, intervint également. J'ai fait des recherches sur les meilleurs hôpitaux pour les anévrismes. Il existe des spécialistes qui peuvent aider. Nous pouvons chercher la meilleure option. Richard, le fils cadet, semblait lui aussi inquiet. J'ai parlé avec quelques médecins et ils ont indiqué des cliniques avec de bonnes chances de réussite. Nous ne pouvons pas simplement accepter ce qu'on nous a dit. Il y a toujours une chance. Conrad, le frère de Thomas, qui était resté silencieux jusqu'alors, parla avec fermeté. Ce qui importe maintenant, c'est que tu prennes soin de ta santé, mon frère. Nous savons tous que tu es un homme fort, et maintenant, nous avons besoin que tu sois encore plus fort, assez pour affronter cette épreuve et sortir de cette opération revigorée. Mariette, l'épouse du milliardaire, acquiesça également, en accord avec tous les enfants. Thomas, tu dois écouter ta famille. Nous n'allons pas te voir abandonné comme ça. Nous allons chercher un autre médecin, une bonne clinique et un bon traitement. Tu vas faire cette opération, oui mon amour. Mais Thomas, avec une expression décidée, secoua la tête. Tout cela est des bêtises. Dit-il, sa voix ferme, mais empreinte d'un calme qui montrait que sa décision était prise. Le destin a déjà été tracé par Dieu. Quoi qu'il arrive, je l'accepte. Mais avant de partir, je dois régler une dernière chose. Je dois décider qui prendra ma place, qui assumera le commandement de l'Empire que j'ai construit durant toutes ces années. La salle devint silencieuse. Tous semblaient anxieux. Pierre, Anne et Richard tentèrent une nouvelle fois de convaincre Thomas qu'il devait se concentrer sur sa guérison, que l'héritage pourrait être réglé plus tard. Mais il les interrompit d'un geste impatient. « Ça suffit. » dit-il sa voix plus grave. « J'ai déjà pris ma décision. Si vous ne voulez rien, si vous n'êtes pas intéressé à poursuivre ce que j'ai construit, très bien. Je donne tout simplement à une institution caritative. Ça ne fait aucune différence pour moi. » Le ton de Thomas était définitif et la tension dans la salle augmenta. Personne ne savait comment réagir à cette affirmation. Il ne faisait pas seulement face à sa mort imminente, mais aussi au poids de devoir décider l'avenir de sa fortune, de son héritage. Il semblait prêt à partir, avec la paix de celui qui avait accepté son destin, mais pas avant d'avoir laissé tout clairement défini pour ceux qui resteraient derrière lui. En entendant qu'il pouvait donner toute sa fortune à une institution caritative, tous se montrèrent immédiatement opposés, affirmant que cela n'était pas juste. Pierre, le fils aîné, prit la parole avec un ton de reproche. « Papa, vous vous êtes battu pour tout cela pendant toutes ces années. Cet empire est votre héritage, et il doit rester dans la famille avec nous. » Anne intervint aussi, en accord avec son frère, mais en essayant de garder un ton contrôlé. Je pense seulement que ce n'est pas le moment de discuter de cela. Papa est ici, devant nous, vivant. Ce que nous devons discuter, c'est comment prolonger sa vie, pas l'héritage. Thomas, cependant, ne semblait pas disposé à céder. Il regarda ses enfants et continua d'une voix ferme. « J'ai toujours pris les décisions concernant mon patrimoine, mes entreprises, mon empire. Et maintenant, en ce moment, je veux décider qui gardera tout ce que j'ai construit au cours de ma vie. Qui sera capable de prendre soin de cet héritage de la meilleure façon possible. » Mariette, l'épouse de Thomas, s'approcha de lui, cette fois en changeant complètement le ton de sa voix, qui jusqu'alors était douce et inquiète. « Si c'est ta volonté, mon amour, nous allons accepter, » dit-elle avec un calme qui contrastait avec l'atmosphère tendue de la pièce. Elle, plus que quiconque, semblait prête à respecter les choix de son mari, même s'il s'agissait d'une décision difficile à accepter. Conrad, le frère de Thomas, observa la situation avec un regard attentif et percevant que son frère avait déjà pris sa décision, dit avec un sourire ironique : « Si tu nous as tous réunis ici, Thomas,
c'est parce que tu sais déjà ce que tu veux, et je sais que c'est une décision que tu as prise depuis longtemps. Mariette, alors, ne tarda pas à s'interposer et, avec un ton de certitude, déclara « Bien sûr qu'il a déjà décidé. Il ne fait aucun doute que s'il y a quelqu'un pour prendre soin de tout cela, c'est moi. Je suis l'épouse, j'ai toujours été à ses côtés, non seulement comme sa femme, mais aussi comme sa grande amie, et je vais m'occuper de tout avec la force et l'amour que je lui ai toujours consacrés. Quand il ne sera plus là, je prendrai les rênes de l'Empire. » Elle s'approcha encore plus de Thomas, le regard ferme, et affirma « Alors vas-y et annonce que c'est moi qui prendrai le commandement, mon amour. » Mais avant que le milliardaire ne puisse donner la moindre réponse, Conrad, son frère, éclata d'un grand rire et s'excusa auprès de Mariette avec un sourire malicieux. « Désolé, belle-sœur, mais tu ne comprends rien aux affaires. La seule chose que tu sais faire, c'est acheter des sacs de luxe et voyager partout. » Il regarda Thomas et continua. « S'il y a quelqu'un ici pour s'occuper de cet empire, c'est moi. J'ai été ton bras droit depuis l'enfance. J'ai toujours été à tes côtés pour tout ce qu'il fallait. » Il sourit à son frère, le provoquant. « N'est-ce pas, Thomas ?» Avant que l'homme ne pût répondre, Pierre, le fils aîné, intervenait. « Désolé, oncle, mais vous vous trompez. Celui qui va tout diriger ici, c'est moi. Je suis l'aîné et c'est quelque chose qui est de tradition dans les familles traditionnelles. C'est toujours le premier-né qui prend le commandement. » Anne, le visage impassible, secoua la tête en signe de désapprobation, frustrée par l'arrogance de son frère. « Tu te trompes totalement, Pierre, » dit-elle fermement. « Tout ce qui t'intéresse, ce sont les voitures de luxe et l'ostentation. Celle qui a la qualification pour gérer cet empire, c'est moi. J'ai étudié la gestion dans l'une des meilleures universités du monde. C'est moi qui sais comment prendre soin du patrimoine de papa. » Richard, le fils cadet, prit alors la parole avec un sourire confiant. « Aucun de vous ne dirigera cet empire, » affirma-t-il avec assurance. « Celui qui va tout gérer, c'est moi. J'ai la vitalité, la disposition et le temps nécessaires pour apprendre et me consacrer entièrement à ce que papa a construit. Je suis le plus jeune, celui qui a le plus de vigueur. » En quelques secondes, la famille, qui auparavant semblait préoccupée par la santé de Thomas, révéla sa véritable nature. Il ne s'agissait plus d'inquiétude pour le père, mais d'une lutte ouverte pour la fortune et le pouvoir. Chacun voulait sa part, et la façade d'amour et de sollicitude fut rapidement remplacée par l'ambition de prendre possession de l'Empire. Thomas ne supporta plus cette atmosphère de dispute. Il éleva la voix dans un cri qui fit taire immédiatement toutes les personnes présentes. « Ça suffit !» cria-t-il, obligando à todo el mundo a callarse. « Ma décision est déjà prise. Il ne sert à rien d'insister davantage. » Les 5, maintenant silencieux, le regardèrent, attendant avec impatience qu'il révélasse qui serait responsable de son empire après sa mort. Thomas, cependant, les observa d'un air sérieux et dit « Avant de révéler ma décision, j'ai besoin que vous veniez tous avec moi au jardin. » Tous suivirent le milliardaire, à l'exception de Victoire, qui resta immobile dans le salon, hésitant. Mais l'homme, d'un geste de la main, l'appela. « Victoire, viens aussi. » Elle hésita un instant, mais finit par les suivre jusqu'au jardin. Lorsqu'ils arrivèrent à un endroit précis, Thomas marqua une pause et observa les membres de sa famille qui se tenaient autour de lui. Sur le sol, il y avait 6 pots, chacun d'une couleur différente, tous remplis de terre. Il mit la main dans sa poche et sortit un petit sachet de graines. Puissant, le chien de Thomas, qui se trouvait tout près, s'approcha de lui et l'homme caressa l'animal avec affection. Puis il continua. « Maintenant, chacun de vous, tendez la main. » dit-il calmement. Comme les membres de la famille obéissaient, il retira 3 graines du petit sachet et les déposa dans la main de chacun d'eux. Puis il se tourna vers Victoire et lui demanda d'étendre la main également. Il déposa 3 graines dans la paume de la femme. L'endroit se fit silencieux.
et tous les regards restèrent fixés sur Thomas, confus par ce qu'il faisait et attendant avec impatience ce qu'il dirait ou ferait ensuite. Avec les petites graines en main, tous s'entre-regardèrent, perplexes. Le silence envahit la pièce pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un léger murmure commence à se propager. Les chuchotements résonnaient comme des vagues sur une plage tendue, discrets mais grandissants. Personne ne comprenait ce que ces graines pouvaient bien avoir à voir avec la fortune du patriarche de la famille. Ce fut alors que Mariette, fronçant les sourcils et tenant les graines délicatement entre ses doigts, demanda à voix haute, avec un ton d'impatience voilée: « Thomas, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ces graines ont à voir avec la gestion de ton patrimoine, mon amour ?» Le milliardaire, d'une posture calme et le regard lointain, marcha jusqu'à la grande baie vitrée qui donnait sur le vaste jardin soigneusement entretenu du manoir. Là, parmi les arbres touffus, les rosiers parfaitement taillés et les sentiers de pierre blanche, reposait l'endroit qu'il aimait le plus. Il inspira profondément l'air du matin, pointa vers le jardin et dit: « Ce jardin a été mon plus grand professeur. J'ai passé plus de temps ici que dans des réunions, des dîners d'affaires ou des événements sociaux. Ici, j'ai appris tout ce que je sais sur la croissance. » Tous suivirent le regard du patriarche, qui affichait maintenant une expression douce, presque nostalgique. Prendre soin de ce jardin, durant toutes ces années, m'a aidé à grandir dans la vie. J'ai appris que les affaires sont comme les plantes. Elles naissent fragiles, exigent de l'attention, de la dévotion, de la patience. Et si elles sont bien soignées, elles grandissent, fleurissent et deviennent grandes, comme des arbres qui durent des décennies. D'autres, comme des plantes plus petites, même après avoir donné de belles fleurs, ont leur cycle plus court et meurent. Mais ce n'est pas un échec, c'est le cycle naturel de la vie. Il fit une pause, puis se tourna de nouveau vers les personnes présentes. Mais une chose est certaine, tout a besoin de soins constants, surtout au début. Une plante oubliée, tout comme une entreprise, meurt avant même de grandir. Les enfants s'entre-regardèrent, encore en train d'essayer de comprendre où tout cela voulait en arriver. Ce fut alors que le milliardaire tendit le bras, montrant une série de pots en argile disposés sur une longue table en bois sous la pergola du jardin. Chacun de vous va planter ces 3 graines dans ces pots. Ensuite, lorsqu'elles germeront, vous choisirez la meilleure petite pousse. Cultivez-la avec patience, affection et sagesse. La plante la plus belle, la plus saine, la plus vigoureuse sera celle choisie. La personne qui me présentera la plante la plus splendide sera mon héritier principal. Ce sera celui qui dirigera mon héritage, mes affaires, mon histoire. Les autres auront une part moindre et ne commanderont rien. La tension dans l'air augmenta soudainement, comme si une bombe avait été lancée au milieu du jardin. Thomas sourit avec douceur, se baissant pour caresser puissant son fidèle Golden Retriever, qui restait à ses côtés, attentif à chaque parole de son maître. J'ai pleinement conscience que mes jours sont comptés. Mais il me reste encore quelques mois, suffisamment pour voir les efforts de chacun de vous. Assez de temps pour observer qui mérite de porter mon nom et mes affaires vers l'avenir. Pierre, visiblement irrité, fut le premier à se manifester. Il serrait les graines avec force, comme s'il voulait les écraser dans sa main. C'est une absurdité, papa, avec tout le respect. Celui qui devrait tout diriger, c'est moi. Je suis le fils aîné, ton premier-né. J'ai toujours été à tes côtés dans les affaires. Je sais comment tout fonctionne. Avant que Thomas ne réponde, Anne croisa les bras et déclara avec fermeté: « Cela ne te donne aucun droit, Pierre. Être l'aîné ne signifie pas être le plus compétent. D'ailleurs, si nous devions évaluer qui a toujours eu le plus de sensibilité, le plus d'équilibre. » Richard interrompit, levantant les yeux au ciel. « Ah, bien sûr. Maintenant commence le petit théâtre de celui qui se croit le fils modèle.
Moi aussi, j'ai toujours été présent. J'ai toujours aidé autant que j'ai pu. Et je pense avoir l'esprit le plus ouvert au monde moderne des affaires. Peut-être que c'est cela que papa recherche. La discussion commença à prendre de l'ampleur. Un par un, chaque enfant tentait de défendre sa position, exaltant ses propres qualités et dénigrant les frères et la sœur. Ce qui devait être une tâche symbolique et réflexive était devenu un motif de rivalité directe. Victoire, la domestique de longue date de la famille, restait silencieuse. Assise un peu à l'écart, elle observait ses graines avec un mélange de surprise et de confusion. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été incluse dans cette dynamique. Elle n'était pas de la famille. Elle était seulement une employée, une amie peut-être, mais pas une héritière. Et pourtant, là étaient ses graines, exactement comme celles des enfants, de l'épouse et du frère de Thomas. Pendant que les frères et la sœur s'exaltaient, Conrad, qui jusqu'alors observait tout en silence, se tourna lentement vers Victoire. Son regard était perçant, presque méfiant. Il nota la façon dont elle tenait les graines avec délicatesse, comme si elle réfléchissait profondément. Puis il demanda directement si tout cela était correct, si la domestique participait elle aussi à la dispute pour le trône de Thomas. Le milliardaire, remarquant l'inconfort de l'employé, s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Il n'y a rien de mal. Tu es incluse aussi, Victoire. Ne pense pas que c'est une simple plaisanterie. Pendant toutes ces années, tu as été ici, à mes côtés. Tu m'as vu dans les bons et les mauvais moments. Tu as pris soin de moi comme peu de gens l'auraient fait. Et plus que tout, tu as toujours été loyal. Pour moi, cela vaut plus que n'importe quel diplôme ou nom de famille. » Victoire, ne sachant toujours pas quoi dire, hocha simplement la tête lentement, comme quelqu'un qui accepte une mission sans vraiment en comprendre la raison. Mariette, quant à elle, observait maintenant la scène avec une expression dure. Elle était surprise, et peut-être même irritée, de voir Victoire incluse, et encore plus irritée de voir les enfants se disputer comme des enfants pour attirer l'attention et obtenir du prestige. Pendant ce temps, Puissant remuait la queue, étendu près du banc de pierre, où Thomas reposait son corps fatigué. Le chien semblait indifférent à la confusion humaine, mais en même temps attentif aux mouvements de son maître. Face aux protestations des enfants, le milliardaire dut de nouveau interrompre la dispute. « Ça ne sert à rien de discuter, » déclara Thomas fermement, coupant toute tentative de contestation. « La décision est prise. Où chacun de vous apporte la plante la plus éblouissante, la plus grande et la plus vigoureuse, ou vous perdez la chance de devenir mon successeur. » Sans alternative, un par un, les présents s'approchèrent des pots placés sur l'herbe du jardin. C'étaient des pots simples, remplis de terre sombre et humide, prêts à recevoir les graines. Mariette fut la première à prendre la parole. Tenant son pot, avec un certain air de supériorité, elle esquissa un léger sourire et commenta. « Très bien, si c'est un défi que tu veux, mon amour. Je t'ai vu prendre soin de ce jardin pendant des années, Thomas. Je sais combien ces plantes comptent pour toi, et je peux te garantir que je prendrai soin de la mienne avec le même amour et la même dévotion. Tu verras, je serai la successeur idéale. » Anne éclata de rire, manipulant ses propres graines, comme si elle n'en croyait pas un mot. « Maman, tu n'as jamais su t'occuper ne serait-ce que d'un cactus sur le balcon. Alors, imaginez cultiver une plante comme celle-ci. Celle qui va réussir, c'est moi. » Pierre, impatient, le regard chargé, intervint sans gêne. « Oh, s'il te plaît, Anne, je suis le fils aîné. J'ai grandi en voyant papa s'occuper de ses plantes. Quand vous jouiez, j'étais à ses côtés, observant, apprenant. Bien sûr que celui qui gagnera ce défi, c'est moi. » Richard, qui jusque-là observait silencieusement, fit un pas en avant avec un sourire confiant. « Excusez-moi, messieurs, mais le vainqueur sera celui qui vous parle. Vous pouvez l'écrire. La plante la plus belle, la plus haute,
la plus pleine de vie, sortira de mon pot. La tension envahissait l'air, mais non sans une pointe d'ironie. Conrad, le frère de Thomas, éclata d'un grand rire en secouant la tête. Vous avez tous tort. Vous ne savez pas qui, à l'école, plantait des haricots dans du coton et gagnait toujours le prix de la meilleure germination. Il se désigna lui-même en riant encore. La plante la plus majestueuse, la plus puissante, sortira de mon pot, soyez-en sûrs. Au milieu de cette euphorie, Victoire restait silencieuse. Elle tenait son petit pot avec délicatesse, comme si elle ne faisait pas vraiment partie de ce moment. Son expression était faite de doute, mais aussi de respect. Finalement, elle leva les yeux vers Thomas et demanda d'une voix basse, presque timide. « Monsieur Thomas, vous êtes vraiment sûr que je dois participer à cela aussi ?» Le milliardaire la regarda avec tendresse et affirma avec conviction. « J'en suis absolument certain, Victoire. Tu fais autant partie de ma famille qu'eux. » Émue d'être incluse, la femme acquiesça en serrant le pot contre sa poitrine. « Très bien alors. Je vais faire de mon mieux. M'en occuper avec tout l'amour et l'attention dont vous avez toujours fait preuve avec tout ce que vous avez planté ici. Je veux que vous soyez fiers de moi. » Thomas sourit face à la détermination de tous. Même au milieu de tant de divergences, cela lui donnait de l'espoir. Il passa affectueusement la main sur la tête de Puissant, son fidèle chien, et déclara d'une voix claire « Dans 2 mois, exactement 2 mois à partir d'aujourd'hui, nous nous retrouverons ici, dans ce même jardin. Et alors, le successeur de mon empire sera enfin choisi. » Le défi avait commencé. Un par un, chaque participant quitta le jardin avec son pot entre les mains et les 3 graines soigneusement gardées. C'était une épreuve, non seulement de compétences jardinières, mais aussi de patience, de dévouement et peut-être de valeurs qu'ils ignoraient encore devoir exercer. Mariette, toujours déterminée et confiante, annonça qu'elle ne cultivait pas sa plante ici, au manoir. Elle décida d'utiliser une serre spécialisée sur un terrain éloigné, avec irrigation contrôlée, lumière artificielle et suivi technique. « Si je dois gagner, je vais faire les choses correctement, » déclara-t-elle, résolue. Pierre, Anne, Richard et Conrad emportèrent également leur pot chez eux, prêts à commencer le défi. Chacun avec une stratégie différente, chacun avec un sentiment propre au fond du cœur. Ambition, désir de reconnaissance, peut-être même la peur d'échouer. Quant à Victoire, simple, sans endroit adéquat, elle marcha jusqu'à Thomas avant de partir et, humblement, demanda. « Monsieur Thomas, est-ce que je pourrais laisser mon pot ici même, dans un petit coin du jardin ? Ce sera plus facile pour moi de rester toujours attentive. » Le milliardaire la regarda avec tendresse et répondit. « Bien sûr que oui, Victoire. Ici sera un endroit parfait pour que ta plante grandisse. » Elle sourit, reconnaissante, et regarda autour d'elle, choisissant déjà un espace entre les fleurs, près d'un vieux rosier que Thomas avait planté des décennies auparavant. C'était un endroit discret, mais ensoleillé. Il semblait être le coin idéal. Et ainsi, chacun partit de son côté, avec les graines en main et une seule mission, faire fleurir la plante qui déciderait du destin d'une fortune entière. Mais avant de continuer, dis-moi, tu préfères une cour en béton ou un jardin avec de l'herbe, plein de plantes et de fleurs? Et profitant pour me dire quelle est ta plante préférée, que je mettrai un petit cœur à ton commentaire. Maintenant, retournons à notre histoire. Les jours commencèrent alors à passer. Victoire, depuis cette réunion dans le jardin, sentait un poids différent dans son cœur. Quelque chose avait changé. Comme Thomas lui-même le faisait toujours, elle se mit à aller chaque matin dans le jardin. Dans ce pot, avec des mains à la fois fermes et délicates, elle planta les graines qui lui avaient été confiées. Ce n'était qu'une tâche simple, mais pour elle, cela signifiait bien plus que de cultiver une plante.
C'était une épreuve, un symbole, un test venant de quelqu'un qu'elle admirait profondément. Elle arrosait le petit pot avec soin, chaque jour. Elle observait la terre, tournait le pot pour qu'il reçoive la lumière des deux côtés, murmurait doucement aux graines comme une prière, comme une demande. Victoire faisait tout ce qu'elle pouvait pour que naisse là la plus belle plante qu'elle ait jamais vue. Elle mit un engrais de bonne qualité. Achète un accélérateur de germination dans une boutique horticole de la ville. Elle alla même jusqu'à faire jouer de la musique classique à côté du pot, se souvenant de quelque chose qu'elle avait entendu à la télévision, que les plantes réagissent à l'environnement. Tout cela, elle le faisait avec une dévotion sincère. Et pendant qu'elle prenait soin du pot, elle rêvait. Elle rêvait grand. Même s'il était difficile de l'admettre, cette femme qui toute sa vie s'était vue comme seulement une employée, commençait maintenant à s'imaginer autrement. À se voir en silence, prenant soin de cet empire, veillant sur tout ce qui avait appartenu à Thomas. Un homme qu'elle respectait, admirait, et à qui elle avait dédié les meilleures années de sa vie avec loyauté et affection véritable. Mais quelque chose n'allait pas. Les jours passaient, le soleil se levait et se couchait, et rien ne se produisait. La terre restait identique. Aucune feuille, aucun signe de vie, aucun germe n'osait percer la surface du pot. Victoire sentait sa poitrine se serrer chaque fois qu'elle se penchait pour arroser et ne voyait que de la terre. Rien. Pas un signe. Thomas, du haut de sa véranda ou assis à l'ombre des arbres avec Puissant, son fidèle Golden Retriever, observait. Il ne disait pas un mot. Il se contentait de regarder. Il y avait quelque chose dans son regard. Une lueur différente, un mélange d'attente, de tristesse, et peut-être même un peu de fierté. Un jour, alors que Victoire se trouvait de nouveau dans le jardin, agenouillée près de son pot, en essayant d'aérer légèrement la terre du bout des doigts pour voir si un signe de vie apparaissait, elle entendit des pas s'approcher. C'était Mariette, l'épouse de Thomas, qui n'avait jamais vraiment prêté attention au jardin, arrivait maintenant avec un regard curieux. Elle savait que chaque membre de la famille, et aussi l'employé, avait reçu des graines. Elle savait également que Victoire avait planté les siennes ici, mais en voyant la femme arroser un pot complètement vide, avec seulement de la terre visible, elle ne put cacher sa surprise. « C'est ta plante ?» demanda-t-elle, levant un sourcil avec un léger ton moqueur dissimulé derrière un sourire poli. Victoire, tête baissée, ne put cacher sa frustration. « Oui, madame. Elle n'a pas encore germé. Cela fait plus de 2 semaines. Mais j'ai encore de l'espoir. » Mariette répondit alors d'un ton presque triomphant. « La mienne a donné 3 jolis petits plants, l'un d'eux très robuste. J'ai évidemment choisi le plus résistant. Il mesure déjà presque 1 empan. C'est une plante magnifique, forte, d'un vert si vif qu'on dirait qu'elle est fausse. » À ce moment-là, d'autres pas résonnèrent sur le sentier pavé du jardin. C'étaient Conrad et les enfants de Thomas, venus faire une visite rapide au patriarche. En remarquant Victoire agenouillée, en train d'arroser un pot sans la moindre plante, ils échangèrent des regards avant de laisser échapper des rires étouffés. Le mépris était évident. La scène devint pour eux une source immédiate de moquerie. « Tu t'occupes encore de ça ?» lança Richard, un sourire au coin des lèvres. « Victoire, abandonne. Ça ne poussera pas. En réalité, tu n'aurais même pas dû participer à cette compétition. » Pierre ajouta, d'un ton sarcastique. « Ma plante est immense, des feuilles larges, bien vertes. Je pense même à la replanter directement en pleine terre, tant elle pousse bien. » Anne, même plus discrète, ne put s'empêcher de laisser échapper un petit sourire. La mienne aussi se porte très bien. J'ai même déjà changé de pot. Elle est splendide. Conrad, le frère de Thomas, croisa les bras et déclara à haute voix, s'assurant que tous entendent:
Ce n'est pas surprenant que la sienne n'ait pas pris. Victoire sait se dévouer à d'autres choses, pas au jardinage. Eh bien, attendez de voir la mienne. Elle est tout simplement magnifique. » Les mots transpercèrent de Victoire de l'intérieur, mais elle resta droite. Elle ne répondit rien. Elle fixa le pot, plissa les yeux et respira profondément. Les 5 s'éloignèrent, et Thomas, qui observait la scène de loin, marcha lentement vers le groupe. Puissant trottait à ses côtés, la queue battante, sans comprendre ce qu'il se passait. Voyant le visage abattu de Victoire, il s'approcha davantage. Il y avait une inquiétude sincère dans son regard. Il se sentait coupable de la situation. « Victoire ?» appela-t-il, sa voix basse mais claire. Elle se releva difficilement, essuyant ses mains sur le bas de son tablier et essayant de recomposer son visage. « Oui, monsieur Thomas. »« Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, la regardant, mais jetant aussi un œil au pot encore vide. Victoire hésita. Ses yeux se remplissaient de larmes. « Oui, ça va. C'est juste que je pense peut-être avoir mal fait quelque chose. Mais je continue d'essayer. » Le milliardaire ne répondit pas immédiatement. Il regarda le pot, puis elle... « Toutes les graines ne germent pas au même rythme. » dit-il. La femme continua alors ses efforts pour faire pousser la plante. Elle arrosait, observait la terre, la remuait doucement, déplaçait le pot cherchant davantage de lumière. Elle achète des produits naturels et même artificiels. Elle essaya tout, coquilles d'œufs, marque de café, engrais spécial. Et malgré tout, rien. Les semaines passèrent. 1 mois. Puis 2 mois entiers. Et le pot restait identique. Juste de la terre. Aucun signe de germe, aucune feuille, aucune trace de vie. Victoire n'avait plus d'espoir. Elle était dévastée. Elle avait honte. Que répondrait-elle à Thomas? Comment affronter cet homme qu'elle respectait tant? Le jour tant attendu arriva. Le jour où tous devaient présenter leurs plantes dans le jardin du manoir. Victoire se réveilla avec un nœud dans la poitrine. Elle ne réussit presque pas à prendre son petit déjeuner. Elle sentait son cœur battre trop vite et son visage brûlait de honte. « Je ne veux pas montrer ça, » murmura-t-elle pour elle-même en regardant le pot rempli de terre sèche. « Tout le monde va se moquer de moi. » Elle alla vers l'arrière de la maison, essayant de se cacher. Elle portait le pot entre les mains, tête baissée, quand Thomas la trouva assise sur un banc en bois, les yeux embués. « Victoire ?» appela-t-il d'une voix douce. Elle tenta de se redresser, essuyant rapidement son visage. « Je suis désolée, monsieur Thomas, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai échoué. Je n'ai pas réussi à faire pousser la plante. J'ai tout essayé. Je me suis tellement efforcée. Mais rien n'a poussé. Je pense que je n'en ai pas été capable. » Le milliardaire, cependant, s'approcha avec un sourire serein. « Tu n'as pas échoué, Victoire. Ce qui comptait dans ce test, c'était le dévouement. Et ça, tu en as eu plus que suffisamment. Parfois, la vie nous enseigne davantage lorsque les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Pose ton pot sur la table avec les autres. Attends le résultat. » Elle hésita, puis hocha la tête. Elle inspira profondément, essuya ses yeux avec la manche de sa robe et marcha jusqu'à la longue table installée dans le jardin. Elle posa son petit pot, sans feuilles, sans fleurs, sans rien, puis resta derrière, le regard baissé, presque caché. Elle avait l'impression d'être sur le point d'être jugée. Peu après, les enfants commencèrent à arriver. Pierre, l'aîné, fut le premier. Il apportait une plante robuste, avec de larges feuilles brillantes. Derrière lui, Anne arriva avec une sorte de lys blanc, à tige fine et allure délicate, mais parfaitement soignée. Richard apparut en dernier, souriant, portant un pot où poussait un petit palmier d'intérieur.
Il tournait le pot avec fierté, comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Ensuite, Conrad arriva avec un pot où poussait une plante exotique, aux feuilles striées de vert foncé et de violet. Mais rien ne se comparait à la plante apportée par Mariette, une orchidée bleue, déjà en fleurs, au ton lumineux, élégant et raffiné. Elle avançait avec une posture fière et un sourire victorieux. « Regarde ça, Thomas, mon amour. » dit Mariette. « Je lui ai donné tellement d'amour et de soin que la mienne a même fleuri. Elle est magnifique, n'est-ce pas ?» Anne sourit sans cacher son ton compétitif. La mienne aussi est superbe, simple mais élégante, comme il faut. Richard fut plus direct. Eh bien, la mienne est clairement au-dessus des autres. Il suffit de regarder. C'est évident qui a gagné. Conrad s'approcha de son frère avec un air confiant. « Écoute, mon frère, avec tout le respect pour la famille, mais je pense qu'il n'y a aucun doute. La mienne est différente, rare. La nature m'a choisi, tout simplement. » Thomas écoutait tous les commentaires, mais ne disait rien. Il marcha calmement jusqu'au début de la table. « Passons donc au classement, dit-il. Je vais compter sur l'aide de quelqu'un de spécial pour me dire qui mérite d'être mon successeur. » Il siffla doucement, et aussitôt, puissant, le fidèle Golden Retriever surgit en courant sur la pelouse, la queue battant joyeusement. « Allons-y, mon ami. Voyons si tu peux m'aider à choisir. » Le premier pot de la rangée était celui de Richard. Thomas s'accroupit à côté. « Alors, Puissant, est-ce ici le gagnant ?» Le chien émit un seul aboiement, bref, puis s'éloigna. Thomas sourit. « Eh bien, on dirait que non. » Le plus jeune fils fronça les sourcils, contrarié. « Comment ça, non? C'est une plaisanterie ?» Anne rit discrètement. Calme-toi, petit frère. Dès que je serai la nouvelle propriétaire de tout ça, tu pourras être mon secrétaire, si tu veux. Le frère lui lança un regard de mépris, mais ne répondit pas. Thomas s'avança vers le pot d'Anne. « Et celui-ci, Puissant ?» Encore un aboiement bref. Négatif, Eh bien, dit Anne, déçue. je suppose que la mienne est trop élégante pour tes goûts, Puissant. Ce chien sait vraiment choisir quelque chose? Thomas affirma qu'il avait déjà donné les consignes au chien. Puis il s'arrêta devant le pot de pierre. Le fils aîné sourit, confiant. Il se préparait déjà à entendre l'annonce de sa victoire. Mais Puissant aboya une seule fois, puis détourna la tête, indiquant que ce n'était pas celui-là non plus. Pierre fit un pas en avant. « Papa, tout ça devient ridicule. Je suis l'aîné. Tu as toujours dit que tu me préparais pour ça. » Thomas ne répondit pas. Il continua simplement sa marche. Il passa alors au pot de Conrad. L'homme redressa les épaules, gonflé d'orgueil. « Maintenant oui, n'est-ce pas, mon frère ?» Mais une fois encore, Puissant aboya une seule fois et s'éloigna. Conrad en resta bouche bée, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Enfin, le milliardaire arriva devant l'orchidée bleue de Mariette. Elle souriait déjà avant même la question. Elle posa une main sur sa poitrine, émue. « Thomas, je le savais. Je savais qu'au fond, tu avais confiance en moi. » Mais Puissant, même en flairant la plante, n'émit qu'un seul aboiement avant de s'éloigner avec la même tranquillité que précédemment. Mariette pâlit. « Ce n'est pas possible. » Thomas marcha alors lentement jusqu'au pot simple, sans feuilles, rempli uniquement de terre. Le pot de victoire. Elle baissa la tête, honteuse, murmurant. « Je suis désolée, monsieur Thomas. » Mais à ce moment-là, Puissant s'approcha, renifla le pot, aboya 2 fois longuement, puis sauta près de Victoire, la queue battant de joie. Thomas sourit. « Eh bien, on dirait que le gagnant est ici. » Tous restèrent silencieux, sans comprendre. Comment ce pot vide pouvait-il être la plante choisie? Le murmure commença immédiatement. « C'est faux! » cria Richard, le visage rouge d'indignation. « Il n'y a rien là-dedans, c'est juste de la terre. Et ma plante est splendide, pleine de vie. » Moi aussi, je trouve que c'est une absurdité.
déclara Mariette en croisant les bras avec arrogance. Depuis quand un chien décide qui hérite d'un empire? Tout cela est ridicule, Thomas. Pierre et Anne secouaient la tête, riant nerveusement. Anne tente de garder son air supérieur. Avec tout le respect, papa, mais tout ce théâtre avec le chien était complètement inutile. Quel est le sens de tout ça? Thomas resta silencieux quelques secondes, observant la confusion grandir. Puissant, le chien s'allongea à ses côtés, calme, comme s'il savait que tout se déroulait exactement comme prévu. Alors, le milliardaire inspira profondément et dit d'un ton ferme « Puissant n'a fait qu'exécuter ce que je lui avais commandé. Il a reçu une consigne claire. S'il voyait une plante dans un pot, il devait aboyer une fois, ce qui signifiait non. Aucune de ces plantes n'aurait dû exister. » Tous se figèrent. Le silence qui suivit fut presque terrifiant. « Comment ça ?» demanda Anne, fronçant les sourcils. Thomas regarda Victoire, qui était toujours derrière son pot rempli de terre, complètement perdu. « L'honnêteté, » répondit-il. C'était la leçon derrière tout ça. « L'honnêteté » répéta Victoire, presque en chuchotant. Ce fut alors que le milliardaire se tourna vers tous les présents, les regardant un par un, et révéla la vérité qui les fit tous s'effondrer intérieurement. Les graines que je vous ai données étaient brûlées. Toutes, c'étaient des graines mortes. Aucune plante ne pouvait en sortir. C'était impossible. Et plus encore, toutes les graines étaient identiques. Même si un miracle s'était produit, elles auraient poussé de la même manière. Il n'y aurait pas eu d'orchidées bleues, ni de feuilles géantes, ni de fleurs, et certainement pas de plantes différentes, puisqu'elles étaient identiques. Mariette écarquilla les yeux. Richard déglutit difficilement. Anne resta sans voix. Pierre baissa le regard. Conrad semblait ne pas y croire. Thomas continua. « Je savais que, voyant que rien ne poussait, beaucoup d'entre vous chercheraient une solution. Vous achèteriez n'importe quelle plante, la replanteriez, feriez semblant, tout cela pour m'impressionner. Mais Victoire... » Il se tourna vers l'employé. Victoire a eu le courage d'être sincère, d'apporter ce qui, pour elle, était un échec, mais qui, en réalité, était la plus grande preuve d'intégrité. L'employé porta la main à la bouche, surprise. « Tu as été la seule à agir avec vérité, Victoire. La seule à planter l'honnêteté. Et c'est pour cela que c'est toi qui récolteras les fruits. » Ce fut à ce moment que l'explosion arriva. « C'est un scandale !» hurla Conrad. « Tu vas donner l'Empire à l'employé ?» « Elle n'a gagné qu'un jeu idiot !» protesta Pierre désespéré. « Papa, ce n'est pas juste. Nous sommes tes héritiers, tes enfants. » cria Anne. « L'anévrisme te fait perdre la tête, papa. C'est pas possible autrement. » hurla Richard. Mariette fit alors un pas en avant, les yeux remplis de rage. « C'est une humiliation, une insulte à ta famille, Thomas. Ça ne restera pas comme ça. » Mais Thomas ne répondit pas. Son visage changea soudain d'expression. Il porta la main à son front, plissant les yeux, comme si quelque chose venait de le frapper brutalement. « Papa ?» dit Anne, alarmée. « Ça va ?» demanda Pierre en s'approchant. Mais Thomas ne répondit pas. Il vacilla. Ses yeux se révulsent. Puis il s'effondra. Ce fut comme si le monde s'était figé pendant une seconde. Le corps du milliardaire heurta violemment le sol du jardin, et Puissant se mit à aboyer désespérément. « Pour l'amour de Dieu !» cria Richard. « Appelez une ambulance !» hurla Conrad. Mariette s'agenouilla aux côtés de son mari, désormais sans souffle, tentant de le maintenir dans ses bras. « Thomas, regarde-moi, Thomas !» Victoire accourut aussi, en larmes, essayant de voir s'il réagissait. Mais il était déjà trop tard. Ce furent des minutes de panique, de cris, de larmes. L'ambulance arriva rapidement, mais le médecin qui en descendit fut direct. « Il n'y a rien à faire. Monsieur Thomas est décédé. » Et le silence s'abattit. Victoire s'effondra en larmes.
cette nouvelle la brisa profondément, juste après avoir reçu la plus grande leçon de toute sa vie. Juste après avoir entendu des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir, il était parti, son patron, son ami, son confident. Elle s'éloigna des autres et alla s'asseoir à côté de Puissant, le chien, qui gémissait doucement, comme s'il ressentait, lui aussi, la perte de quelqu'un d'insubstituable. Mais, curieusement, tandis que Victoire vivait un deuil sincère, celui de quelqu'un qui avait vraiment aimé, les autres semblaient gérer la douleur d'une manière différente. Quelques heures suffirent. Alors même que le corps de Thomas était encore exposé dans le manoir, des sourires discrets commencèrent à surgir sur les visages des enfants. Mariette parlait déjà à voix basse avec Conrad. Pierre passait un coup de téléphone. Anne envoyait des messages. Peu à peu, comme si le masque du deuil glissait, les véritables sentiments émergèrent. Soulagement, espoir, ambition. Mariette dit même à voix basse « Il n'a rien signé, n'est-ce pas? Tout reste comme avant. » Et Conrad répondit « Bien sûr que non, il est mort avant. » Puis avec des sourires forcés et des regards artificiels, tous recommencèrent à marcher dans la maison comme si de rien n'était. La famille Furtard ne se préparait pas pour le deuil, mais pour la guerre qui allait suivre. Pendant ce temps, Victoire, encore agenouillée près de Puissant, leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, monsieur Thomas, pour tout. » Et alors qu'elle priait pour l'âme de son grand ami, elle entendit la voix de Pierre, froide et sérieuse, déclarer qu'elle ne recevrait rien. Papa n'a pas eu le temps de formaliser quoi que ce soit sur le papier, dit-il, comme si cela réglait la question. Victoire, le cœur serré, n'eut même pas la force de répondre. Son regard était lointain, perdu dans l'immensité du moment. Elle était dévastée. Le poids de la mort de Thomas l'écrasait, et peu importait ce que l'héritage représentait. Elle avait été la confidente, la personne de confiance du milliardaire pendant tant d'années. Ce qui comptait maintenant, c'était qu'il n'était plus là. Sans un mot, elle s'éloigna des autres, engloutie par la douleur. Elle ne savait comment affronter ce vide immense dans sa poitrine. Les souvenirs des moments partagés, des conversations, des défis auxquels il l'avait associée résonnaient encore dans son esprit. Nous revenons alors au crématorium. L'atmosphère lourde de l'adieu dominait le lieu. La famille de Thomas était là, le visage marqué par la douleur, mais aussi par la convenance. Leur décision était claire. Thomas devait partir. Ils étaient prêts à aller de l'avant et à s'emparer de tout. Et là, alors que la douleur semblait insupportable, quelque chose d'inattendu se produisit. Le chien, ce fidèle ami de Thomas, sauta sur le cercueil. La scène provoqua un tumulte, et à cet instant, tous virent un détail, un minuscule mouvement. La main du milliardaire bougea. Victoire porta les mains à sa bouche, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Non, ce n'est pas possible !» murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Tous se tournèrent vers le cercueil, tentant de comprendre. Ils l'avaient tous vu mort. Tous savaient que l'anévrisme avait éclaté. Tous avaient cru qu'il était parti pour toujours. Mais là, Thomas commençait à bouger, lentement, comme s'il revenait de la mort. « C'est impossible !» dit Richard, regardant les autres, cherchant une explication. Avec un effort visible, Thomas retrouva peu à peu ses mouvements. Sa respiration devint plus forte, plus régulière. Il leva la tête, puis le buste, et, aidé par le chien, se redressa lentement hors du cercueil. La scène était tellement irréelle que personne ne comprenait ce qui arrivait. Mariette, les enfants, son frère, même Victoire s'approchèrent, incrédules, mais submergés de joie. Ils l'entourèrent, l'embrassant un par un,
comme s'ils assistaient à un miracle. Mais Thomas était aussi désorienté qu'eux. Il les regarda tous et demanda d'une voix faible « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Les jours suivants furent intenses. Thomas passa une série d'examens médicaux. Après une semaine de tests, il obtint enfin la réponse. Le diagnostic fut stupéfiant. Il n'avait aucun anévrisme. Son examen avait été échangé. Ce qu'il croyait être une douleur mortelle n'était en réalité qu'un épisode rare de mort apparente, connu sous le nom de syndrome de Lazare. Avec le milliardaire plus vivant que jamais, les questions sur l'héritage refirent surface immédiatement. Les enfants, Mariette et Conrad, ne perdirent pas une seconde. Ils demandèrent, avec avidité, ce qu'il adviendrait maintenant qu'il était de retour. « L'héritage restera exactement comme je l'avais décidé, » déclara Thomas avec fermeté. « Victoire héritera de tout, comme elle le mérite. Mais elle n'en prendra possession que lorsque je partirai. D'ici là, elle sera formée pour devenir mon bras droit, mon soutien. » Il regarda chaque membre de la famille dans les yeux et, avec un long soupir, ajouta « Je suis profondément déçu par vous tous. Vous avez essayé d'aller contre ma volonté. Vous avez tenté de tromper Victoire dès que je... Eh bien, vous savez. » Il fit une pause, laissant ces mots peser dans l'air. « Mais cela n'aurait servi à rien. Bien avant tout cela, je savais déjà qu'elle gagnerait le défi. J'avais déjà laissé toute la documentation prête. » Les enfants, encore sous le choc, restèrent silencieux, tandis que Mariette et Conrad affichaient une expression d'irritation et de contrariété. Quelques mois plus tard, la vie de Thomas prit un tournant inattendu. Lui et Mariette se séparèrent. Déçue, elle décida de voyager à travers le monde à la recherche de nouveaux horizons. Mais Thomas trouva en Victoire ce qu'il ne savait même pas qu'il cherchait, l'amour. Ce qui avait commencé comme une amitié fidèle et professionnelle devint quelque chose de plus profond. Il comprit enfin qu'il aimait Victoire d'une façon qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Et avec courage, il se déclara. « Je t'aime, Victoire. J'ai toujours senti quelque chose de spécial pour toi, mais maintenant, c'est différent. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. » Les yeux remplis d'émotion, Victoire le regarda et répondit « Je t'aime aussi, Thomas. Je t'ai toujours admiré, et maintenant, je suis prête à vivre ce que le destin nous a réservé. » Thomas et Victoire se marièrent, et leur union transforma tout autour d'eux. Leur nouvelle vie ensemble ne faisait que commencer, tandis que les enfants et le frère de Thomas poursuivaient leur quête insatiable de toujours plus. Mais cela n'avait plus d'importance pour Thomas. Il avait trouvé son véritable bonheur aux côtés de son grand amour et de son fidèle chien, celui qui l'avait miraculeusement empêché d'être incinéré. Puissant. Pour me montrer que tu es arrivé jusqu'à la fin de l'histoire, laisse un commentaire en écrivant. Plante de l'honnêteté. Je mettrai un joli cœur sur ton message. Et maintenant, tout comme l'histoire de Thomas, j'en ai une autre encore plus émouvante à te raconter. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Je t'attends là-bas.